Et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors ce soir on va parler de gestion de projet qu'on utilise partout et maintenant et ailleurs et on ne sait jamais. Petite introduction rapidement, on va parler de méthodologie qu'on utilise dans la gestion de projet. Donc c'est parti. Donc vous voyez ma page Facebook et donc là j'avais fait un post donc sur la gestion de projet. Où c'est clair que la gestion de projet, ça peut toucher tout le monde. C'était un peu l'introduction que j'ai mis dans mon post. C'est qu'en gros, construction d'une maison, voyage, création d'art, n'importe quoi, un parking, une entreprise, que dis-je, ou même avoir des enfants, et bien sûr une carrière professionnelle, dans notre vie, toutes nos activités visant à se projeter dans l'avenir avec un but précis amenant à une succession de tâches qui impliquent souvent plusieurs personnes ou parties, et c'est ce qu'on peut qualifier d'un projet. Voilà. Une projection dans l'avenir avec un but précis, amenant à des tâches successives pour y aller et impliquant plusieurs personnes, on peut appeler ça un projet. Et au final, tout le monde, dans la vie de tous les jours, vous êtes plus ou moins touché de près ou de loin à cette activité-là, qui est la gestion de projet, tout court. C'est juste quelqu'un qui agit dans un projet, quelqu'un qui lead un projet, quelqu'un qui définit un projet. Dans votre vie au quotidien, vous avez tous des projets et vous êtes tous acteurs, plus ou moins. Et donc c'est un peu l'introduction que je mettais sur mon post. Et je faisais donc le parallèle avec le milieu professionnel où au final, la gestion de projet c'est quelque chose de très connu. Dès qu'on va faire une nouvelle voiture, dès qu'on va faire un nouveau bâtiment, dès qu'on va faire un nouveau produit, dès qu'on va lancer un nouveau produit sur le marché, un nouveau concept, on fait appel à une méthode de gestion de projet et il en existe plusieurs. Moi, je vais vous en parler de exactement quatre. Donc la première, la très connue qui est PMP, où on retrouve pas mal d'autres méthodologies de temps. Donc PMP, Scrum Master, ou Scrum, tout court, mais Prince2, ne sera peut-être pas dans cet ordre-là, on verra bien, Prince2, et la dernière, Six Sigma, qui est super. Donc on va parler de ces quatre méthodologies, ce sera une brève un PMP, c'est Project Management Professionnel, c'est là où on retrouve au final, c'est un peu la bible de la gestion de projet, c'est là où on retrouve toutes les méthodes basiques de gestion de projet. Ensuite, il y aura Scrum, c'est une méthode agile. Ensuite, Prince2. Et à la fin, la dernière, Six Sigma, que c'est ma préférée. Et donc, c'était ma petite introduction sur ce qu'est la gestion de projet. J'avais fait un petit post. Donc, on va regarder ça en détail. Donc, c'est parti. Concrètement, j'ai directement fait... Ça, je vais le décaler. J'ai directement fait un PowerPoint. Au final, c'est un PowerPoint que j'ai utilisé lors de formations que j'ai fait à des chefs de projet, lors des différentes missions que j'ai déjà fait dans le passé, pour représenter un peu ce que sont les différentes méthodes en méthodologie en termes de gestion de projet. Alors, pour faire assez simple, la première, donc comme j'ai dit, c'est PMP. Donc, je vais m'aider de deux choses, de ces slides et également pour plus de visuel, j'ai envie de dire, mais aussi pour plus de description explicite également. Mais en fait, je crois que je vais pas tout prendre ce qui est ici. Ça, c'était vraiment une formation spécifique à des chefs de projet de manière globale. Mais en gros, on va regarder sur Internet. Je crois que ça ira encore beaucoup plus vite. Et si on commence par la première, qui est PMP, donc vous voyez, c'est écrit clairement ici, si je prends n'importe lequel, Project Management Institute, PMI, Project Management Institute, et PMP, Project Management Professionnel. Et en quoi ça constitue, en fait, le PMP, ça regroupe, en fait, toutes les différentes méthodes classiques de gestion de projet. Maintenant, ils essaient de s'adapter en étant... ils essayent de s'adapter en essayant de suivre la tendance, parce que en gros, c'est clairement une institution qui s'occupe de faire cette certification. Elle est complètement réglementée, elle est payante, elle est reconnue de manière professionnelle. C'est pour ça qu'on parle de PMP. Et c'est ce qu'on peut appeler aussi la Bible en termes de gestion de projet, comme j'ai encore dit, parce qu'on y retrouve tout ce qu'il y a de plus basique. On parle de méthode waterfall, critical path, donc chemin critique,
Je fais bien comme ça. Schéma critique. Perte également. Work breakdown structure, c'est en fait, on va décomposer la structure du projet pour définir les actions à faire, tous les types de travail à faire, et décomposer dans des unités qui sont évaluables en termes de temps et de charge de travail. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qu'on utilise dans cette méthodologie? Je crois que c'est à peu près tout. Mais donc, en gros, PMP, ça n'a pas un processus bien particulier. C'est juste que ça ressemble toutes les méthodologies basiques connues en gestion de projet qu'on utilisait dans le passé. Aussi maintenant, mais c'est beaucoup moins tendance. C'est pour ça que maintenant, ils font aussi du PMP agile. Parce que agile, c'est l'avenir apparemment, ou c'est même déjà dépassé, mais c'est ce qui est tendance. Et pourquoi agile? Pourquoi agile? Parce que c'est appliqué dans plein d'entreprises différentes, que ce soit dans le pharmaceutique, le tabac, l'électronique, software, ou les voitures. C'est devenu, de construction de voitures, pardon, c'est devenu très tendance parce qu'en fait, ça suit le besoin du consommateur qui maintenant, avec la digitalisation, les plateformes, les réseaux sociaux, tout ça, le besoin du consommateur, son besoin évolue très vite. Et donc, s'il évolue très vite, pour les entreprises, c'est très dur de pouvoir suivre la demande du consommateur et c'est pour ça qu'on emploie souvent cette méthode agile pour pouvoir réagir en conséquence de manière rapide aux besoins, donc aux besoins du client, tout simplement. Et donc, pour énumérer rapidement, qu'est-ce qu'on retrouve chez PMP? Donc, j'ai parlé, c'est quoi? Waterfall. Attends, comme ça. PMP, Waterfall. Je crois que ça, c'était la base, l'une des premières méthodes utilisées et reconnues comme étant efficace à l'époque, dans les années après la deuxième guerre mondiale, hein, c'est ça, dans les années 1950 jusqu'à les années 1980, où, alors je sais plus qui, a déterminé qu'il était bien de définir des étapes dans un projet afin de s'assurer que on suit le bon ordre des activités. Je vous parle de ça à l'époque, c'est quand on faisait des grands chantiers comme faire des barrages ou des ponts, des chemins de fer. En effet, il fallait pas se tromper sur l'ordre des tâches qu'on devait faire pour assurer que le barrage soit bien monté ou que le chemin de fer soit correct et que le train puisse se rouler dessus. Et donc en gros, Waterfall, c'est hyper basique. Je pense que cette tâche est hyper bien. Donc voilà ce que c'est un Waterfall. C'est qu'en gros, on représente des tâches qui se suivent une à une. Elles sont de manière séquentielle. La tâche plan ne se fait pas avant la tâche feasibility. C'est qu'une fois que la tâche feasibility est faite qu'on peut passer à la tâche plan et au design, ensuite au building et au test. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire du support. Si l'objectif, bon, c'est un exemple bidon là, mais si l'objectif du projet c'est de créer du support pour, c'est pas le bon exemple parce qu'au final là je crois que c'est un projet de ligne de production. C'est c'est le lancement d'un nouveau produit par exemple, nouveau produit sur le marché. Ici on trouve les grandes étapes qu'il y a pour mettre sur le marché un nouveau produit et encore que on parle pas de l'aspect commercial. Là on parle juste de l'aspect création et service après-vente. De test au plan. Ah tu peux pas. Parce que les montrent qu'il y a une faute au niveau du plan. Attends, tu dois recommencer le design, le build. Ok. Donc en gros, si il y a un problème au niveau des tests, c'est une très bonne question. J'ai envie de dire oui. En fait, dans la méthode Waterfall, je crois que tu peux pas revenir en arrière. Mais tu vas recréer des tâches ici. En fait, ici, on parle vraiment de ce que j'ai pas introduit. On parle de phase. Une phase, c'est un ensemble de tâches. On peut pas représenter un waterfall qu'avec des tâches, parce qu'il y a des tâches que tu peux faire en parallèle, il y en a qui peuvent se faire bien avant, ou qui peuvent glisser dans le temps. Là, c'est vraiment séquentiel, et ça ne peut pas bouger. Donc ça veut dire que si par exemple, lors des tests, on se rend compte que le build, il est pas bon, on fera des tâches de correction dans la phase de test. On sera toujours dans la phase de test, on sera là pour corriger, on va dire, des bugs dans la phase de test. Si on ramène ça au software, c'est clairement ça. Bon, les autres tâches, on les enlève un peu, mais c'est clairement ça, c'est que
généralement, dans le software, donc on fait le design du software, on développe le software, on développe le code, on fait même des petits tests pour s'assurer que les fonctionnalités qu'on a programmées fonctionnent. Et ensuite, on va s'amuser vraiment à tester en profondeur et on va passer en phase de test. On va tester en profondeur toutes les fonctionnalités selon différents cas, selon la machine qu'on exploite, par exemple. Si on utilise deux fonctions en même temps, ce genre de choses, c'est dans cette phase de test qu'on va tout tester. Et s'il y a des bugs, généralement, on les classe de mineurs à normal, à critique. Mineur, on s'en fout, généralement. Normal, on essaie de les corriger. Si on les corrige facilement, tant mieux. Sinon, soit on fait comment je peux dire ça? Soit on fait un workaround, soit on trouve une manière de détourner ce bug, ou même on fait on fait un rationnel, voilà, pour dire que ce bug normal, on va dire, qui est pas trop grave en termes de criticité, il arrive pas souvent, il arrive que sur tel cas, on va s'assurer, on va mettre une notice, on va mettre une bulle d'information pour dire qu'il faut faire les choses de telle manière pour éviter que ce bug arrive. Je dis une bêtise, mais ça arrive souvent. Par exemple, qu'on dise quand une application sur mobile qu'on télécharge, on a des notifications disant que, par exemple, telle fonctionnalité de cette application ne marche pas avec telle version de mobile ou d'Android. Donc ça arrive, par exemple. Et si c'est critique, il faut les corriger. Et donc, on va créer une tâche spécifique pour corriger ce bug dans la phase de test. Je pense que c'est pas mal, ça. Est-ce que tu dors? Mais non, du coup, tu ne recommences pas en entier. Parce qu'en effet, je sais pas, si la phase de test, tu vois que l'aile de l'avion, au final, elle est trop courte, tu vas juste allonger l'aile de l'avion. Tu vas pas refaire tout l'avion. Tu vas pas refaire toute la phase de bulle. Donc ça vaut pas le coup de revenir en arrière. Donc tu restes dans cette phase-là. On peut dire que le système Waterfall est complètement dépassé de nos jours. J'ai envie de dire, ça dépend. Et plus je continue dans mes études, plus je suis en train de me dire, ça dépend de qui gère le projet. Après, les équipes, selon l'activité du projet, sont plus ou moins adaptées à tes types de gestion de projet, tes types de méthodologie de gestion de projet. Mais moi, au final, j'aime pas mal le waterfall juste pour définir mes phases. Alors, c'est vrai que ça a des contraintes, comme tu l'as dit. Si au final, tu dis que ton build, il est pas bon, que t'es en phase de test, revenir en arrière, c'est un peu embêtant. Faut que tu crées des phases ici. C'est un peu litigieux. Mais j'aime beaucoup l'approche. C'est une approche que j'ai beaucoup aimée quand j'ai fait du développement software, qu'on devait lancer un nouveau produit sur le marché, un software en gros, où au final, ils avaient tout bien défini, les différentes phases, qu'est-ce qu'on retrouvait dedans. Et ce qui était vachement bien dans ces cas-là, c'est que tu savais à quoi t'attendre. C'est-à-dire qu'à un moment du projet, quand tu présentes ton projet et que tu es en phase de design, tout le monde sait où on est sur le projet. On sait que dans la phase de design, je dis des bêtises, mais on est encore en train de définir les fonctionnalités qu'il faut, on est encore en train de définir les spécificités qu'il faut pour que le software marche correctement, pour faire les fonctionnalités qu'on demande, ce genre de choses. Sur la phase de test, on sait que tout le développement a été fait et on va corriger des bugs. Donc c'est vachement bien. Ils ont fait à chaque fois, entre chaque phase, ils mettaient des jalons où il y avait plein de prérequis. C'est-à-dire que pour passer de production à support, il fallait s'assurer que plein de choses étaient OK avant. Donc c'était bien. En termes de planning, ça pouvait être gênant parce qu'on n'était pas du tout flexible. Vu qu'on avait un jalon à atteindre avec des prérequis bien définis, donc vu que ce genre de meeting, ça a amené beaucoup de monde pour passer ce jalon-là, il fallait s'assurer que tout le monde soit là, donc c'est le point du retard. Donc c'est vrai qu'en termes d'agilité, non, c'est clair, c'est pas ça. Mais ça amène une certaine structure. C'est pour ça, j'ai envie de dire que c'est dépassé, mais moi j'utilise quand même. c'est clair que j'utilise quand même pour... ça sert beaucoup en termes de présentation, ça sert beaucoup en termes d'organisation au début, et même de communication à tout le monde. À manager, c'est pas terrible. Pour communiquer, c'est terrible. C'est super bien. Je dirais ça. Si je continue sur les autres méthodes qu'on utilise en PMP, je continue parce que sinon on n'aura jamais fini. PMP, alors critical. Paf. En gros, c'est le chemin critique. Ça, c'est ma préférée. Ah, c'est nul. C'est complètement nul. Je suis pas fan de cette façon. Ah, si, il est pas mal celui-là. Ça, c'est ma préférée. C'est l'une de mes méthodes préférées. C'est l'une des méthodes qui permet au final de pouvoir bien manager votre projet, de bien pouvoir communiquer aux équipes, de bien pouvoir communiquer sur les priorités et de bien
savoir ce qu'il faut surveiller. Parce que sur un projet, généralement, vous vous retrouvez à avoir... généralement, on ne fait pas des projets avec 5 tâches. Hein. Vous avez mieux fait de les faire, les 5 tâches, que faire un projet concrètement avec des documents, un planning, tout ça, le communiquer, que faire les 5 tâches. Généralement, quand on fait un projet dans une entreprise, on parle de... Ouais, facile, d'une centaine de tâches. Ça dépend de la durée, de la charge de travail, ce genre de choses, mais on arrive facilement à une centaine de tâches. Et même si elles sont toutes de manière chronologique ou certaines sont parallèles, on peut vite être perdu à savoir lesquelles sont vraiment critiques pour le projet, lesquelles vont mettre en retard mon projet si je les surveille pas correctement. Et c'est justement que là intervient la méthode du chemin critique, qui, via des calculs, comme on peut le voir ici, là on retrouve 5 tâches, on a un début, on a une fin, et la fin, selon le début, je dis une bêtise, on commence le 1er janvier, on finit le 30 janvier, ah non, même pas. On commence le 1er janvier et on finit le 4 janvier. Alors on va faire ça. Et donc, la fin est définie par chemin critique. La date de fin est définie par chemin critique du projet, qui est constitué de ces tâches qui sont sur le rouge. En gros, les tâches qui sont dessus, il faut les faire, mais on n'est pas obligé de les faire dans les temps. Parce que si on prend un retard de 1 ou 2 jours, de 1 jour, j'ai envie de dire, si on prend un retard de 1 jour, et ben ça fera 4 jours, et bah là aussi ça fait 4 jours, donc ce sera pas en retard. Donc c'est vraiment celle-ci qu'il faut surveiller, c'est celle-ci qu'il faut qu'on communique aux équipes et à tout le monde, que vous-même devez surveiller pour dire, il faut pas qu'on soit en retard sur celle-ci, sinon mon projet sera en retard. Celle-ci, c'est en retard au-dessus, c'est pas grave, elle peut prendre du temps, on a un peu plus de temps, mais c'est celle-ci qu'il faut regarder en priorité. Voilà, Critical Path 4 jours. Et donc c'est une méthode qui est vachement bien et qu'on retrouve facilement sur les outils de gestion de projet. Ce sera une autre vidéo, mais je pense que c'est pas mal de le montrer. MS Project. À quoi ça ressemble en vrai, parce que ça c'est un schéma qu'on dessine nous-mêmes. Celui-là il est pas mal. Voilà le chemin critique. Généralement sur MS Project, si vous cochez l'option Critical Path sur le Gantt, donc ici on retrouve toutes les tâches. On a des tâches summary, mais on a toutes les tâches qui sont en bleu. Et si ces tâches sont sur le chemin critique, elles passent en rouge. Donc on voit qu'en gros ces tâches-là, on a le temps de les faire au mois de juillet au final. Celle-ci, on pourrait la commencer au mois de juillet, on serait pas en retard pour ici. Si on décale tout, on serait pratiquement bon toujours pour le 25 juillet. Quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose de vachement visuel et qui peut beaucoup aider le chef de projet. En gros, les équipes n'ont pas regardé ça parce que vont trouver ça trop compliqué, surtout que c'est pas eux qui ont fait le planning et que généralement c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus compliqué que ça dans MS Project. Mais pour le chef de projet, c'est un bon KPI, un bon moyen de repère pour savoir si son projet prendra du retard ou pas. Critical Path, perte, et c'est tout pour PMP. Perte chart, voilà. Alors perte, c'est... J'ai envie de dire, ouais, c'est bien. Perte, c'est bien. En fait, ça va définir la relation des tâches entre elles. Ça sert juste à ça. Perte, je sais même plus c'est quoi l'anagramme de perte, qu'est-ce que ça veut dire. Mais en gros, on va définir les liens qu'il y a entre les tâches. Donc on voit bien que c'est la tâche 1. Elle est en lien avec la tâche 3, et la tâche 2, et la tâche 4. Et c'est la 1 qui commence en premier. Donc c'est successeur de la 1, c'est la 3, la 2, la 4. Successeur de la 2, c'est la 5. Et prédécesseur de la 2, c'est la 1. Voilà, rien de phénoménal. C'est juste pour faire un réseau et voir le goulet d'étranglement. En fait, le perte, ça permet, comme j'ai dit, de définir les relations qu'il y a entre les tâches. Ça permet de voir, de mettre en lumière si certaines tâches sont un goulet d'étranglement, c'est-à-dire que, en gros, là, si je dis pas de bêtises, la 6 est assez critique parce qu'au final, plusieurs tâches vont débouler sur la tâche 6. La 3, 5 et la 4 vont aller sur la 6, donc c'est un goulet d'étranglement. Donc il faut faire attention à la tâche 6 parce que, en gros, beaucoup de choses vont découler d'elle. Vont venir sur elle. Et voilà, c'est... pas plus. Donc c'est une tâche clé, en gros. Est-ce que ça influe sur le temps? Oui ou non? J'ai envie de dire oui dans ce cas-là, parce qu'elle est sur chemin critique, c'est sûr, pratiquement.
Après, au quotidien, j'en sais rien. Mais ça, c'est un exemple simple. Et si on fait des projets, voilà ce que ça peut donner, quoi. Voilà. Voilà, les liaisons entre les tâches. Après, ça nous permet de définir quand est-ce qu'on peut commencer quand est-ce qu'on peut finir plus tôt, quand est-ce qu'on peut finir plus tard. Mais sincèrement, MS Project le fait pour vous. Il y a des outils qui le font pour vous. Ça sert plus à rien. Même MS Project peut vous sortir ce Gantt, ce PERT, ce charte de perte, quoi. Mais je l'utilise pas. Personnellement, ça me sert à rien. Du coup, d'où ma question sur le waterfall. Et ouais, du coup, le waterfall, au final, alors après, vu que on parle de phases, alors c'est clair que le waterfall, ce sera un chemin critique, au final. Vu que ce sont des phases qui sont une après les autres, il n'y a rien en parallèle, donc ce sera clairement ce seront clairement sur le chemin critique. Mais vu qu'on parle de phases, donc ça veut dire qu'il est constitué de plusieurs tâches à l'intérieur, toutes les tâches à l'intérieur de la phase ne seront pas forcément critiques. C'est sûr que c'est ce que j'ai utilisé pour faire des prévisions sur la viabilité d'une équipe e-sport sur League of Legends quand j'étais à Madrid. Tu sais quoi comme prévision exactement? Prévision de la viabilité d'une équipe, à savoir s'ils étaient prêts à compétiter. En fait, je suis très fatigué aujourd'hui. Je suis complètement KO, j'arrive pas à parler. Je t'inviterai à venir sur le chat carrément si t'as d'autres choses à dire. Mais en gros, la question que je te pose, en gros, le but c'était d'arriver à un but à l'époque, c'était de rentrer à la SE. Ah d'accord. Ah ok, t'avais fait un planning avec les différents événements, donc ça donnait des intervalles de temps. Donc entre ces intervalles de temps, tu pouvais faire coacher, tu pouvais entraîner tes gars et selon le nombre d'heures, tu pouvais dire s'ils étaient assez prêts ou pas. Ah ok, ouais. Bah carrément, ouais. Non, c'est bien. Hein. Et le travail interne au niveau des infrastructures. Ouais. Ah ouais, c'est un... Bah, ça devait être assez intéressant et sympa même, hein, et pas trop compliqué. Hein. Parce que... Et c'est peut-être ça dans l'événement, dans tout ce qui est planning événementiel, c'est peut-être beaucoup plus simple à faire le planning. Je dis pas à faire, hein, à tenir les délais, mais à faire le planning. Parce que dans d'autres industries, je vous assure, dès qu'on parle de documentation, ça devient assez compliqué. Entre la création du document, la revue du document par différentes parties et son approbation, il suffit que les personnes soient pas trop disponibles et travaillent sur autre chose, ça devient vite compliqué. Donc c'est tout pour le PMP, donc le Project Management Professionnel, ce sera tout. Et bien sûr, cette méthodologie implique les bases, les fondamentaux de la gestion de projet. Et c'est là que mon slide intervient là-dessus. Voilà, les fondamentaux. Clairement. Un projet, c'est défini par un début et une fin. Donc il y a une dimension, on parle d'une dimension de temps. Parce qu'on n'est pas tous égaux. Le plus difficile à calculer dans ce genre d'industrie, c'est que tu dois estimer les êtres humains. Ouais, mais ça, il faut utiliser des standards et de toute manière, ce qui est sûr, c'est que tu n'auras jamais la réalité. Tu ne pourras jamais prédire la réalité. Le mieux que tu peux faire, c'est avoir une marge d'erreur de 10 à 20%. Si tu as 10 à 20% de marge d'erreur sur tes estimations, sur ce qui va vraiment se passer, eh ben c'est déjà vachement bien. Parce qu'au final, tu as déjà une très bonne vue sur ce qui va se passer. Et ça suffit. Et tu peux pas dire l'avenir, tu peux pas le dire, c'est clair. Mais quand tu dois présenter quelque chose, et que tu dois dire aux gens, donc aux stakeholders, aux parties prenantes, donc aux clients, ou aux boss, ou aux sponsors, blablabla, que tu seras prêt le 2 juin, et pas le 2 mai, eh ben, tu auras des arguments pour leur expliquer pourquoi. Et tu pourras leur montrer toutes les étapes, quand est-ce qu'elle se finit, même si c'est pas la réalité, vu qu'on en est proche, ils auront une idée beaucoup plus claire. C'est beaucoup plus clair d'avoir un objectif devant soi, même si au final on va viser à côté à la fin, que d'avoir aucun objectif dans le désert. Enfin, je dis une bêtise, mais c'est un peu ça. C'est clair, surtout qu'au niveau compétitif, donc tu prends le top. Ouais. Et les écarts entre ceux qui doivent être moyens, bons et mauvais sont encore plus grands. Ouais, ça
Ça, c'est du perfectionnisme, et ça demande en gros plus de temps, quoi. C'est pour, à la fin, pour gratter les quelques pourcentages, c'est clair, et encore, c'est beaucoup de travail, mais encore, faut aussi avoir la bonne méthode. Je pense, hein. Donc, si je continue sur ce que je disais sur les fondamentaux de la gestion de projet, qui sont aussi écrits dans la certification PMP ou le book Project Management Professionnel, il y a un début, il y a une fin, il y a un objectif qui définit la direction vers où on veut aller, c'est-à-dire dans 3 mois, je vais arriver à tel endroit, et il y a les ressources. Et là, on parle d'argent. Donc, les ressources pour aller du point A au point B, pour atteindre l'objectif qu'on souhaite, il faut mettre du carburant, il faut mettre des ressources, ça peut être de l'argent, c'est souvent de l'argent, des ressources aussi humaines et du matériel, si possible. Ça dépend de la nature du projet. Mais généralement, on a les 3. Et ce qui nous donne la définition standard d'un projet qui est défini par 3 piliers, le temps, l'objectif et les ressources. Et ces 3 piliers sont reliés entre eux de cette manière suivante, en termes de triangle. Alors moi, je mets au milieu la qualité parce que la qualité, elle est partout. C'est plus ou moins ce qu'on dit. C'est pas faux. Moi, et dans le pharmaceutique, on fait beaucoup comme ça. La qualité, on la colle au scope. Parce que la qualité, c'est mandatory. C'est primordial, c'est obligatoire pour la sécurité des patients, je peux dire. Mais même pour tout produit, au final, ça va être le cas. Donc si on n'arrive pas à atteindre la qualité qu'on souhaite sur notre projet ou sur notre produit, on n'atteint pas le scope, tout simplement. Bref, ce que je voulais dire surtout, c'est que ces 3 piliers sont reliés entre eux. C'est-à-dire que si jamais, au final, on n'a pas assez de ressources, on va peut-être aussi diminuer le scope dans ces cas-là. Si on n'a pas assez de ressources pour faire le scope exigé, on va peut-être diminuer l'objectif du projet par rapport aux ressources qu'on a déjà. Ou sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est pas très vrai, mais oui aussi, c'est que si on n'a pas assez de ressources, peut-être que ça va prendre plus de temps, donc ça va jouer sur le pilier du temps. Ou inversement, si on veut finir en moins de temps que prévu le projet, si au lieu de finir en 2 mois, on finit en 1 mois, ça va jouer soit sur le scope, soit sur les ressources. C'est-à-dire, si on veut finir plus tôt, on enlève du scope, on enlève des objectifs à faire, comme ça c'est fait plus tôt, ou on rajoute des ressources, que ce soit de l'argent, ou plusieurs équipes, pour pouvoir finir dans les temps. Donc, ces 3 piliers, ils sont liés à jamais. Après, je parle des différents rôles qu'il y a, et patati patata. Je pense pas que c'est intéressant, mais ce qui est hyper intéressant dans ce slide-là, ce que je veux dire par là, c'est que le chef de projet est le point central de contact pour un projet. C'est lui qui va communiquer avec son équipe communique à lui, et lui communique à la direction, aux différents stakeholders. Mais le point de contact, c'est le chef de projet. C'est lui qui a la vision sur tout, c'est lui qui communique au-dessus et qui communique en dessous. Je crois que c'est tout pour PMP, hein. Tu dis, alors attends. Au niveau des ressources, quand on m'a proposé de faire le truc contre moi, j'ai répondu, non, minimum. Ah ouais, quand même. Ouais. Au niveau des ressources, tu considères celles que tu as ou tu considères celles que tu essaies d'avoir. Au niveau des ressources, en gros, je sais pas. Si tu dis qu'il te faut 1 an et demi pour former des gars, les recruter, toi, faut qu'on te paye. C'est une bêtise. Donc, si c'est que toi la ressource et qu'il faut qu'on te paye, 1 an et demi, il faut que vous débloquiez, je dis une connerie, mais c'est 100 000 balles. Voilà. Si vous n'avez pas 100 000 balles, vous pouvez pas faire le projet. En gros, il y a plusieurs phases dans un projet, hein. Il y a une phase d'initiation du projet. C'est là où on va définir l'objectif. Après, on a une phase de planification. C'est là où on va définir le temps que ça prend par rapport à l'objectif qu'on demande et les ressources qu'il faut. On va présenter tout ça aux managers, aux supérieurs, aux stakeholders, aux parties prenantes, ceux qui sont intéressés que ce projet se mette en place et ceux qui aussi fournissent l'argent. Et il va falloir présenter ce projet avec ces différentes informations. Disons, pour monter une équipe qui sera top 1, il faut 1 an et demi, il faut tant de budget. Parce que là, tu l'as dit, en gros, l'objectif, c'est être top 1. Top 1, la prochaine compétition, dans une compétition mondiale, être top 1, ça va me prendre 1 an et demi pour pouvoir
monter une équipe, y arriver, et ça va me demander tant de budget. Voilà, pas plus. Peut-être que j'aurais dû vous présenter des exemples de présentation de projets. Alors on appelle ça généralement des business cases pour pouvoir débloquer de l'argent ou des project charters. Alors ça c'est en anglais, alors en français, cahier des charges, peut-être ça marche. Après je m'étale pas trop sur le contenu même de ce qu'on retrouve dans un projet qu'on développe. Là j'ai plus envie de parler des méthodologies, mais je pourrais aller plus loin plus tard sur le contenu qu'on peut retrouver dans les différentes étapes d'un projet qu'on retrouve dans les différentes méthodologies plus ou moins. Mais c'était ça que je voulais amener, vous sensibiliser aux différentes méthodologies, essayer aussi de vous montrer peut-être ce qui est bien chez une, ce qui est pas bien chez l'autre, et donc les faiblesses et les avantages. C'était celle que... Donc voilà, donc en gros, si t'as pas les ressources, tu fais pas le projet. Si on te dit, tu dis qu'il faut 100 000 et on te donne que 50 000, tu diras, je pourrais pas achever mon projet, ou sinon, on vise pas top 1 la prochaine Coupe du Monde, on vise les huitièmes de finale, quoi. Si on donne que 6 mois et 50 000. C'est pas plus bête, quoi, mais bon, c'est comme ça. Et quand tu parles de ressources, au niveau des ressources, tu considères celles que tu as, ouais. Et quand tu parles de ressources, tu parles que de ressources financières? Non, humaines aussi. Humaines aussi. C'est-à-dire que... Ouais, humaines aussi, ouais. Je dis une bêtise, mais pour faire un projet, il te faut un chef de projet. Et si tu fais un nouveau software, il te faut des équipes qui développent, quoi. Donc... Après, il y a les projets en interne où il y a déjà des ressources disponibles. Il faut juste les allouer. Il n'y a pas besoin de les payer, mais il faut les avoir quand même. Si on les a pas, on peut pas faire le projet. Et après, il y a des ressources qu'on paye de A à Z. Il y a des projets où on paye les ressources de A à Z. Où là, on parle même de fournisseurs au final, quoi. On a des contrats avec. Oui, ça arrive déjà même que des fois, des entreprises, ils ont juste un chef de projet et tout le reste, ils le font sous-traiter. Et donc, on paye tout le reste. Donc c'est pour ça qu'on parle de ressources, elles peuvent être humaines comme financières, mais généralement tout est lié, et pareil pour du matériel, il faut le payer, quoi. Où tu considères l'expertise? L'expertise de quoi, par contre? Ça, je vois pas trop. Expertise, c'est sûr qu'en fonction de ton projet, et ça je l'ai pas trop mentionné ici, mais je le mentionne à la fin dans les bonnes pratiques. C'est où que je le mentionne. C'est ici. C'est ici. Donc définir, voilà, méthodologie best practice. Donc définir l'objectif, c'est hyper important. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Est-ce que c'est ce que je dis aussi là? Donc bien visualiser l'objectif et donc définir de manière chronologique toutes les étapes qu'il faut pour pouvoir y arriver. Et donc définir toutes les tâches, faire une sorte de backlog ou work breakdown structure. Donc tu vas pouvoir mettre en petite unité toutes les différentes tâches où c'est plutôt ce qu'on voit ici, là. On a plusieurs niveaux, on a l'approche d'objectif, donc les différents délivrables pour avoir atteint cet objectif. Et là, on a différentes activités. Si ces activités sont trop grandes, on les met en sous-tâches, qu'on puisse identifier la durée qu'il faut pour faire ces tâches-là, ainsi que la charge de travail. Et aussi la spécificité. Si dans ces tâches-là, il faut faire du développement, tu vas faire appel à un programmeur. Alors que si dans la tâche dans activité 1.2, c'est de faire des documents, de la communication, tu vas pas demander à un programmeur, il se fout complètement de la documentation, il y a des gens qui sont bien meilleurs que ça, quoi. C'est une bêtise, mais... Et c'est comme ça que tu vas définir les expertises qu'il te faut pour ton projet. En définissant la structure des activités de ton projet, pour pouvoir atteindre l'objectif. Donc ça, c'est hyper important. Quand on commence un projet, donc c'est bien définir l'objectif, définir toutes les étapes qu'il faut pour y arriver, toutes les sous-tâches qu'il faut pour y arriver. Et à partir de là, tu peux commencer à faire ton planning sur ces tâches-là, en définissant leur durée, en définissant les liens qu'elles ont entre elles, et ça te fera ton planning à la fin. Ouais. Non, mais ce que je sentais aussi, c'est si tu as accès à une équipe qui a déjà réalisé des projets similaires. Ouais, bien sûr, hein. Ah oui, non, mais... non, pardon, je rigole parce que ça me fait penser à à des cas que j'ai chez moi, parce que je fais toujours la gestion de projet
Et c'est clair que tu vois la différence, hein. On n'est pas tous pareils. Il y en a, ils sont à l'aise sur tel domaine ou d'autres. Il y en a, ils savent bien communiquer, mais ils font rien. Il y en a, ils savent pas communiquer, ils y arrivent. Et il y en a, t'es obligé un peu de les aider, quoi. Tu les laisses pas tout seuls. T'es obligé de les suivre, sinon, ouais. Bah, bien sûr que ça joue. Ah bah oui, si t'as une équipe qui a l'habitude de faire toujours ça, tout le temps, tu vas faire un planning de manière correcte, avec des temps standards, ils vont te les faire plus tôt que prévu, t'auras moins de problèmes, t'auras moins d'issues, moins de risques. Ça, j'en parle pas ici. Ah oui, les issues et risques, ça fait aussi partie de PMP, mais on les retrouve partout, ça. Peut-être j'en parlerai une autre fois. Là aussi, j'ai jamais dû... Aussi. Dans le noir, avec une équipe qui n'a jamais fait ce que tu veux faire, tu dois tout... Ah, en fait, faut que tu retravailles avec eux. Et tu penses que c'est ce genre de situation où, au final, tu pars d'une feuille blanche, tu vas faire quelque chose que personne n'a jamais fait, que les équipes n'ont jamais fait. Eh ben, j'ai envie de te dire, ça arrive souvent quand tu développes un nouveau produit, surtout innovant. Et c'est le plus gros problème. C'est que si tu drives pas bien tes équipes, tu peux tourner en rond comme jamais. À toujours rajouter des exigences dans le scope, ou en enlever, ou en rajouter, et encore, et t'en finis jamais, tu finis jamais le projet. Mais ce qui est sûr, là on parle de recherche et développement, c'est pour ça que on parle de prototype. Souvent on entend le mot prototype, c'est justement pour s'assurer qu'avant de mettre trop d'argent et que ça prenne trop de temps, on va faire un petit prototype qui coûte pas cher, avec peu de personnel, sur juste s'assurer que le concept qu'on veut faire marche bien. On parle aussi de proof of concept ou de concept, comme les concept cars par exemple. Sauf que les concept cars c'est plus commercial, c'est encore autre chose. Mais si on veut lancer un nouveau produit innovant sur le marché, on va pas s'amuser à faire une ligne de production, s'assurer que ces lignes de production, elle arrive bien à faire le produit qu'on veut, et produire tous ces produits, et s'assurer qu'au final, ça intéresse personne, ou même que c'est pas faisable à produire. On va d'abord faire un concept, un prototype, à une seule unité, avec une équipe restreinte, avec des experts en R&D. Si tu veux faire un truc dans le software, bah, tu feras appel à des gars qui font du programme. Peut-être qu'ils ont jamais programmé ça, mais ils ont une certaine expertise. Et tu testes. Et là, c'est clair, c'est pas la méthode PMP, ce sera plus la méthode Scrum ou Agile, que j'ai pas encore parlé. Mais ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Proof of concept. Ouais. Et ça, c'est encore compliqué, hein. La R&D, j'ai travaillé un peu dedans, et j'avoue que j'ai un peu de mal. Parce qu'en fait, il faut être hyper flexible. On peut pas être rigide. On peut pas donner des due dates, des timelines, je parle beaucoup anglais, mais des dates de fin aussi précises que sur un projet de choses qui se fait souvent, comme un pont, j'en sais rien, faire une voiture, ou ce genre de choses qui ne sont pas des prototypes ou des innovations, voilà. Ah, tu vas toujours revenir vers ton client investisseur patron. Ouais, bah tu peux faire des petits checkpoints comme ça, mais même toi en interne, tu veux tester un concept. Je dis une bêtise, mais ah putain, faut que je trouve un concept trop bête. J'en ai pas. Ah, j'en ai pas. Pour revenir sur le développement. Et ben en fait, tu fais des itérations en fait. Tu vas dire, bah alors voilà un truc tout bête. Tu te dis, moi je veux créer de la vapeur. Avec de l'eau, je veux créer de la vapeur. Alors premier concept que je vais faire, je vais faire une machine qui chauffe l'eau. Mais vu que j'ai pas beaucoup de puissance, je vais faire chauffer l'eau à 20 degrés. Est-ce que ça marche? Non, il n'y a pas de vapeur, ça marche pas. Bon, je vais mettre plus de puissance dans ma machine. Je vais faire monter l'eau à 50 degrés. Non, elle bout pas. Allez, je vais mettre plus de puissance. Elle monte à 70. Non, ça bout pas. Ah, bah peut-être qu'il faut que je mette l'eau dans un contenant, et si je le ferme, peut-être que ça va garder la chaleur et ça va monter plus en température ou en pression, et peut-être que là j'aurai de l'eau qui se transformera en vapeur. Et donc c'est ça les itérations, c'est que tu as une idée en tête, tu fais un test, il te faut peut-être plusieurs tâches pour y arriver, pour mettre ça en place, faire le test, et tu regardes le résultat, et en fonction du résultat, tu agis en conséquence. Et c'est complètement la méthode agile au final. Au final, c'est complètement ça. C'est la méthode Scrum que je vais décrire juste après. Mais le plus gros souci, c'est quand tu n'as pas de plateforme pour... Ouais. Ça, il faut des fonds, hein. Ça commande des sous parce que c'est clairement ça. Peut-être que le concept en lui-même ne demande pas beaucoup d'argent, mais tout l'environnement pour pouvoir le faire, lui en demande, hein.
Bah, la recherche, c'est pour ça qu'on met beaucoup d'argent dedans, quoi. Et tu dois sauter dans le grand bain, tu dois sauter dans l'inconnu, surtout. Hein. Ça, c'est dur, hein. Et ça, c'est hyper dur à vendre. Hein. Quand tu sais pas sur quoi tu vas tomber et que t'as pas d'expert, c'est hyper dur à vendre. Je pense que c'est bon pour PMP. On a parlé un peu des bases. On va parler sur Scrum. C'est une très bonne transition. Alors, c'est quoi Scrum? Je sais plus la définition. Je l'ai plus. En gros, Scrum, ça veut dire la mêlée. Voilà. C'est clairement ce qu'on voit ici. C'est un groupe de personnes indépendantes qui sont unies ensemble pour délivrer quelque chose de concret dans un temps imparti. Dans des sprints. Ils appellent ça des sprints, en gros. Donc, cette équipe va travailler en sprint pour délivrer de la valeur. Ouais, c'est vachement commercial. Ils délivrent de la valeur. C'est-à-dire quelque chose à la fin, qui, à la fin de ce sprint, qu'on puisse voir, tester, présenter, même utiliser. Et donc, c'est tout l'inverse. Non, c'est pas tout l'inverse. Ouais, c'est un peu l'inverse du waterfall, où on a plusieurs étapes, je dis une bêtise, initiation, planification, conception, et donc pendant toutes ces phases-là, on voit rien. Alors que là, ce qu'ils proposent, c'est que dans un petit temps imparti, parce qu'un sprint, c'est entre une semaine, je dis une bêtise, entre 2 semaines, ouais, peut-être une semaine, entre 2 semaines et 1 mois. C'est ça l'intervalle de temps d'un sprint, et pendant cet intervalle de temps, l'équipe qui a été définie, c'est un groupe de personnes, où il y a un Scrum Master là-dedans, doivent délivrer quelque chose. Ah bah je sais pas, j'ai rien fait de spécial pour le micro, j'ai rien fait de spécial. Et donc comment elle marche la méthode Scrum? C'est qu'en gros, pareil, comme dans un projet où on initie un projet, on a une vision, on définit bien le scope. Donc là c'est pareil, on a une certaine vision, on a une vision du scope, et on va créer carrément un backlog. Un backlog c'est quoi? C'est comme le work breakdown structure que je disais. C'est-à-dire qu'on voit l'objectif, on voit les différentes phases pour pouvoir y arriver à cet objectif. Et toutes ces phases, on va les décomposer en tâches. Et ces tâches, c'est ce qui va nous permettre de faire notre planning, de définir dans combien de temps, en faisant une chronologie, en mettant des durées, la charge de travail, des chronologies entre elles. Et ce qui va nous permettre de définir dans le temps la fin du projet. Quoi, la fin du projet. Et là, c'est la même chose en Scrum, sauf qu'on parle de backlog. Et ce backlog, il peut être fait d'épiques, c'est des gros blocs, c'est comme des phases en gros, c'est comme des phases qu'on souhaite exécuter selon la priorité du besoin business. Donc là, les phases sont pas forcément de manière chronologique comme un waterfall. Non, elles sont parallèles, on les commence quand le besoin se présente. C'est en fonction du business owner qui décide, cette épique-là, donc cette phase, il faut la faire maintenant en premier parce que c'est hyper important, il faut qu'on mette la base du software. Par exemple, l'environnement du software, et après on pourra créer les fonctions dedans. Donc il y a des épiques, et dans ces épiques, il y a des stories. Ils appellent ça des stories, des histoires, ça représente des tâches. Je vais pas aller dans le détail complet de ce qu'est le jargon de ce qu'est le Scrum, la méthodologie Scrum, parce que voilà, une histoire, c'est genre, je veux que mon software, que la fonctionnalité de ce software fasse ça. Voilà, il y a un sujet, il y a un verbe et il y a un résultat, bref. C'est juste pour parler, que ce soit concret, que ça c'est toujours de la valeur ajoutée pour le business à la fin, pour le client, voilà, faut que ça parle. Mais sincèrement, j'ai pas trouvé ça hyper utile, même dans le software. Mais bon, juste pour vous rappeler que le backlog, c'est une pile de tâches à faire, et du coup, dans cette pile de tâches, en fonction des priorités, donné par le product owner, en gros c'est le responsable produit qui a tout intérêt que ce projet se termine, va définir, on va commencer à faire telle tâche. Donc on va définir le sprint backlog dans un ensemble de tâches, et l'équipe Scrum, le sprint backlog, l'équipe Scrum va donc travailler sur ces tâches-là pendant, si le sprint c'est 2 semaines, pendant 2 semaines. Et à la fin de 2 semaines, il faut que toutes les tâches soient finies, ou pas. Et on itère comme ça. Si elles sont pas finies, on va les reprendre dans le sprint suivant, et on va rajouter des tâches qu'il y a dans le product backlog. Et on va enchaîner comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de chaque sprint, au final, on va pouvoir faire une démo. Et surtout, on va pouvoir tester et vérifier que ce qu'on a
ce qu'on a produit, ça marche ou pas. Si ça marche pas, bah, on rajoutera des tâches pour corriger ça. C'est ce qu'on appelle la méthode itérative et on peut l'utiliser dans un concept, en effet. Ouais, dans un concept. J'ai pas envie je pourrais faire des heures à parler de ça. Je vais juste rester en surface sur la méthode Scrum et sur les autres méthodologies. Parce que ça peut prendre facilement de temps. Ce que j'ai envie de dire, c'est une méthodologie en effet agile, Scrum. Elle est très efficace pour tout ce qui est projet dans le développement de software. Ça, c'est indéniable. J'ai pu l'utiliser avec des fournisseurs, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas applicable pour tout type d'activité. Si on a un projet où c'est d'arrêter une ligne de production et d'en mettre une nouvelle, ou de changer, je sais pas, des équipements dessus, d'en mettre des nouveaux, ou de l'améliorer la ligne de production, je dis une bêtise, donc ça veut dire qu'on a un planning bien spécifique, on a un arrêt technique avec des dates bien spécifiques. Je sais pas si vous avez regardé là, on parle jamais de date en Scrum. Hein. Jamais de date. On parle de sprints, qui sont toutes les 2 semaines. Donc je sais pas, hein, je dis une bêtise, si la ligne elle est arrêtée au milieu du sprint, non, il y a pas de planning. Ça n'existe pas le planning. On parle de sprint et c'est tout. Il n'y a pas de traçabilité, il n'y a rien. Par contre, des meetings, il y en a au taquet. Hein. Et c'est ça qui m'a fait beaucoup rire, c'est que moi, ce que je vois dans la méthode Scrum, alors déjà, il faut l'appliquer complètement. Pour que ça marche, une méthodologie Scrum, il faut appliquer tous les principes de la méthodologie, sinon ça ne marchera pas, ou ça marchera moitié, et c'est pas terrible. Il n'y a pas de traçabilité, donc en termes de conflit, vous êtes mal barré avec un fournisseur, vous êtes très mal barré. Il n'y a pas de traçabilité. Et il y a énormément de meetings. Il y a un meeting pour faire la revue du backlog. Il y a un meeting pour définir le sprint. Il y a un meeting pour faire la démo du sprint. Il y a un meeting pour faire la rétrospective du sprint. C'est bien, la rétrospective, c'est de dire, ok, bah, dans ce sprint, ça a bien marché, ça a mal marché, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on s'améliore, patati patata, ouais, non, c'est cool. Mais toutes les 2 semaines, t'as ça à faire, hein. Rétrospective du sprint, et tous les jours, il y a des daily scrum, c'est pas long, c'est 15 minutes tous les jours, où on va dire, bah, aujourd'hui, chaque participant, là, du petit groupe va dire, bah, hier j'ai fait ça, maintenant je veux faire ça. Est-ce que j'ai un bloqueur? Oui, non. Est-ce qu'on peut le débloquer? Oui, non. Voilà, ça pendant 15 minutes. Et vous vous rendez compte le nombre de meetings? 1, 2, 3, 4. 4 meetings d'1 heure toutes les 2 semaines. Minimum, sans compter les daily scrum. Daily scrum, c'est vrai que c'est bien parce qu'on peut suivre, on sait où ce qu'on en est. Si on a un projet qui est assez critique en termes de time, on n'a pas beaucoup de temps, c'est très très bien, je dis pas le problème. Mais ça amène énormément de meetings. Et ça, c'est énorme parce que c'est ce que les gens redoutent, les équipes projet n'aiment pas passer du temps meeting. Et là, on va faire beaucoup ça. Il dit oui, on délivre plus vite, on amène plus de valeur, ça va plus machin. Mais on fait énormément de meetings. Moi, quand je fais la gestion de projet actuellement, quand je suis dans un timing standard, c'est-à-dire pas serré, qu'il n'y a pas une date critique qui arrive très prochainement, je fais des meetings d'1 heure toutes les semaines. C'est déjà pas mal. Là, on en fait beaucoup plus. Ça n'a pas de valeur ajoutée. Hein. Surtout quand on ne sait pas ce qu'on veut faire. Et surtout quand il n'y a rien à faire. Pardon. Parce qu'il y a des moments dans un projet, on attend que l'équipement soit livré et on n'a que de la documentation à faire et ça prend pas forcément tout notre temps. Voilà. Très bonne, très efficace, mais il faut tout appliquer et c'est pas applicable partout et ça amène beaucoup de meetings et du coup, c'est ultra rigide. C'est ça la controverse. Moi, c'est ça qui m'en fout. Si je continue, après, on a la méthode Prince2. Alors, moi, c'est celle que j'ai appris en premier. Et... Attends. Tu as des exemples de projets en Scrum? Bah, t'en as plein. Et je crois que bah, tu vois, dans le développement de jeux vidéo, ils doivent utiliser la méthode Scrum. Développement d'un nouveau logiciel, développement d'un jeu, ça se fait en méthode Scrum. Moi, à un moment donné, j'avais une équipe de développeurs de 80 personnes. 80 personnes, c'est énorme. Et ça coûte cher, surtout. Et ça fait beaucoup de gens à coordonner. Et du coup, la meilleure façon de faire... je crois que je ne l'ai pas mis ici. C'est dommage. Je ne l'ai pas mis là. C'était d'utiliser une méthode Scrum. Au final... il y avait, il y avait 8 équipes de 10 Scrum.
de 10, ouais, 10 équipes de 10 équipes, ouais, où il y avait 10 participants dans chacun. Et chaque équipe avait son propre sprint backlog. Et à la fin, dans chaque équipe, on appelle un Scrum Master qui vérifie que tout le monde peut faire ses tâches en temps et en heure, qui s'assure de l'organisation. C'est un peu un chef de projet, mais qui ne s'occupe pas du scope, parce que le scope est défini par le backlog, qui est défini par le product owner, donc le responsable produit. Et les Scrum Masters, tous les jours, je sais pas, midi, parce que le daily c'est peut-être le matin, midi, se réunissent pour faire la même chose, pour dire qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est pas bien, ce genre de choses. Et donc, toutes les équipes, tous les Scrum Masters des équipes communiquaient entre eux, communiquaient au chef de projet, qui communiquait à moi. Et ça passait vachement bien. Et là, on était sûr que tout le monde travaillait, et que tout le monde était efficient, quoi. C'était efficace. On s'assure que personne ne soit bloqué. Et là, ça marche bien. En effet, ça marche bien. Parce que si on utilise une méthode normale d'un waterfall, d'un critical path, sur 80 personnes, à part de vérifier est-ce que cette tâche elle est faite ou pas, oui ou non, on peut pas s'assurer que la personne travaille à plein temps sur ce qu'on lui demande de faire, quoi. Alors que là, en Scrum, oui. C'est du chapeautage un peu, hein. Bon, bref. Je dirais pas plus là-dessus. Moi, une autre méthode... Moi, je trouve qu'il a vraiment amené une plus-value à l'apprendre, ça a été la méthode Prince2. Prince2, qui était pourquoi 2 ? Parce qu'en fait, il y a déjà eu Prince à la fin. Au début, pardon. Au tout début, il y avait déjà la méthodologie Prince qui était utilisée dans tout ce qui était développement aussi de logiciels, dans tout ce qui était IT. Et ils ont fait Prince2, donc 2, justement parce qu'ils ont voulu élargir leur cercle d'activité dans leur projet. Et en gros, Prince2, ça veut dire Project in Controlled Environment. C'est faire un projet dans un environnement contrôlé. Donc eux, ils s'occupent pas juste du process, enfin eux, ceux qui ont fait Prince2, ils s'occupent pas juste du process pour gérer un projet, mais ils s'occupent de son environnement complètement. Et c'est totalement différent. C'est vraiment différent comparé à la méthode Scrum dans ce sens-là, où on va prendre vraiment toutes les autres dimensions autour pour s'assurer que le projet qu'on va mettre en œuvre, et qu'on y arrive à le faire en temps et en heure. On a pris toutes les différentes dimensions qui pourraient impacter un projet, et c'est ce que je représente ici. Donc on retrouve, ça je pense c'est les différentes phases qu'on retrouve dans la gestion d'un projet Prince2. Starting, initiation du projet, planification et définition des directives. Ici, on va fournir... je me rappelle plus trop. C'est marrant. Stage control, c'est ici qu'on va définir les tâches qu'on veut effectuer pour cette phase-là. Et on va les envoyer au stage management, donc aux équipes. Et ils vont dérouler. Nous, on va contrôler en attendant. C'est un sort de cycle comme ça. Et une fois qu'on a fait toutes les tâches définies, on arrive au closing. Mais l'autre information qui est hyper intéressante, on parle vraiment d'un environnement de projet, c'est qu'on a le process en lui-même, comme Scrum est un process de gestion de projet, Prince2 a son propre process de gestion de projet, mais qui n'est pas si compliqué, je vous montrerai tout de suite vraiment ce qui différencie de PMP, parce qu'on associe souvent PMP et Prince2, c'est à peu près la même chose, et c'est vrai qu'on demande une certification sur un CV, on demande soit PMP ou équivalent, et Prince2 c'est un peu l'équivalent, ça passe très bien. Et sauf que là, dans Prince2, voilà tous les environnements, toutes les dimensions qu'on considère dans un projet. Il y a le business case, le project charter, c'est là on va définir pourquoi on va faire ce projet, quel est le bénéfice au niveau business de mettre en place ce projet, de réaliser ce projet, l'aspect organisation dans le projet, donc tout ce qui est gouvernance, l'aspect qualité du projet, le plan, ça change pas, le planning, les risques. Je pense qu'on en parle dans le PMP, mais pas tant que ça. Je l'ai fait il y a pas longtemps. Ouais, si, on en parle aussi. Donc là, on retrouve la même chose, les risques et les issues. Une issue, c'est quand un risque est devenu réel. C'est plus une menace, c'est la réalité. Là, on parle aussi des processus de changement. Selon l'état du projet, si on a besoin de plus d'argent, c'est un changement. Ou si au final, on se rend compte que le scope n'est pas atteignable, qu'on veut réduire ou qu'on veut changer, on parle de changement. L'aspect process et les statuts des projets, c'est du reporting. Il n'y a pas tant de choses que ça. Hein. Il y a l'aspect qualité, il n'y a pas tant de choses que ça. Mais là, l'inverse avec Scrum, c'est que si on applique
bêtement et méchamment tout ce qui est écrit dans le bouquin de Prince2. Voilà le process. Comment je peux faire? Voilà le process qu'il faudrait appliquer. Voilà tout ça. On retrouve nos fameuses phases. C'est ici qu'on va définir starting up a project. C'est ici qu'on va définir si ça vaut le coup de faire un projet ou pas selon le besoin qu'on ressent. Ça va être communiqué à la direction projet qui va dire OK, allez, on peut initier le projet. Donc on va définir le scope du projet et on va définir les charges, le planning, les ressources qu'il faut. On va passer en managing stage boundary, on va préparer les prochaines tâches à effectuer et on va passer en controlling stage où là on va contrôler les tâches qu'on a envoyées au chef d'équipe qui va effectuer les tâches, qui va nous le renvoyer pour dire ça a été fait et vous allez contrôler. Et la réelle différence avec moi, ce qu'a apporté le plus Prince2, c'est vraiment ce niveau-là. Parce que si vous regardez l'image en entier, c'est imbuvable quoi. Mais moi je m'en rappelle plus hein. Ils ont fait un process vraiment carré qui est vachement bien, mais ils ont dit au final, vous prenez ce que vous voulez. Ce qui vous arrange, si vous trouvez que c'est pertinent ou pas, vous le prenez de Prince2, vous utilisez. Mais vous n'êtes pas obligé de tout utiliser. Ça marche sans tout utiliser. Parce que si vous voulez vraiment tout utiliser dans le process Prince2, il faut vous assurer que la direction de votre entreprise fonctionne en Prince2 aussi. Sinon, ça ne marchera pas. C'est pareil, ça ne marchera pas. Si la direction, votre organisation d'entreprise n'est pas basée sur Prince2, ça ne marchera pas. Et c'est pour ça que, au final, ils ont dit, vous prenez ce que vous voulez et ça suffit. Vous prenez les principes que vous souhaitez, que vous semblez efficaces dans votre gestion de projet, selon l'activité de votre projet, et ce sera bon. Et c'est ça que j'aime bien. Et ce que j'aime le plus, là, la différence qu'amène Prince2, il parle de management par intervalle. C'est-à-dire que ça va être compliqué à expliquer. Ça va être très compliqué. C'est-à-dire que nous, on arrive, ici, on a une phase de 2 mois de projet. Ça représente... non, le projet dure plus longtemps. Mais on a une phase qui est de 2 mois dans un projet. Ça représente, 5-10 tâches. Ici, on va les préparer. Et on va venir ici. Et on va les donner au chef d'équipe. Voilà. Tenez, il y a 10 tâches à faire. Normalement, ces 10 tâches, ça demande tant de ressources. Et il faut que ce soit fini dans 1 mois. Je suis vraiment très large. Soit fini dans 1 mois, donc vous en occupez. Le chef d'équipe dit « Ok, j'ai bien réceptionné. Oui, j'assume le fait que en 1 mois, j'ai assez de ressources pour faire ça. Et je m'en occupe. » Et vous allez laisser faire. Vous allez laisser faire. Vous allez juste contrôler que ça avance bien quand même. Mais vous n'allez plus gérer du tout les tâches. C'est plus à vous de les gérer. Ce sera au chef d'équipe, où il y a ces ressources qui travaillent, qui vont gérer ça. Et vous allez lui laisser un intervalle de responsabilité. C'est-à-dire que vous lui laissez 1 mois. Si jamais, après 1 mois et 1 semaine, il n'a pas fini, ça passe. Vous lui laissez une marge d'erreur d'1 semaine. Par contre, si après 1 mois et 1 semaine, il n'a toujours pas fini, là, vous reprenez contrôle. Là, on a un voyant rouge disant que on est en retard. Il faut réagir en conséquence. On a une issue du retard. Il faut mettre des actions de mitigation. Et donc, la responsabilité, elle remonte chez vous. Parce qu'il n'a pas fait son travail, en gros, au niveau du chef d'équipe. Et c'est à vous de recadrer ça. J'ai complètement oublié le concept, pour être franc. Mais l'idée, elle est là. L'idée, elle est là. On parle d'accountability et de responsibility. C'est-à-dire que vous avez un morceau de tâche à faire, vous le donnez aux gens, vous lui dites, vous allez faire ça pendant 1 semaine. Vous allez laisser faire. Et vous lui dites très bien, si dans 1 semaine et 2 jours, c'est pas fini, il faut m'alerter. Il faut m'alerter et on prendra, et on mettra des actions en œuvre pour s'assurer que ça dépasse pas plus en termes de temps et qu'on y arrive, tout simplement. Si en 1 semaine et 1 jour, vous avez fini, c'est pas grave, vous me dites, on n'est pas en retard, vous me donnez le travail fini dans 1 semaine et 1 jour, et basta. Ok. Voilà. Mais bon, moi, là, j'ai appris quelque chose. Dans PMP, j'avais rien appris. Je connaissais déjà tout, puis j'ai pas la certification de toute manière, mais j'ai pas besoin de l'avoir. J'ai déjà fait des initiations il y a pas si longtemps, et je me suis ennuyé. Je crois que Lean Six Sigma, j'aurais pas le temps d'en parler. Mais pourtant, c'était vachement bien ça aussi. Lean Six Sigma, voilà à quoi ça ressemble.
Et c'est hyper fort. Moi, je trouve que c'est hyper fort. Je vais vous dire juste le concept. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Le concept, il est hyper fort. C'est que Lean Six Sigma, c'est un processus qui est beaucoup plus long, mais qui s'applique partout. Mais vraiment partout. N'importe quel projet. Mais il est long, le process. Moi, je trouve qu'il est long. Il est long. Parce que avant d'implémenter quelque chose, il y a plein de phases à faire. Mais c'est des phases qui vont mettre quelque chose de tangible dans les décisions que vous prenez. Donc, Lean Six Sigma va vous donner plein d'outils pour rendre des choses abstraites, concrètes. Et ça, c'est énorme. C'est pour ça que c'est applicable partout. C'est applicable dans le marketing, dans les opérations commerciales, partout, dans le design de construction ou ce que vous voulez. Et c'est hyper fort. Ça a été inventé par un constructeur automobile qui est Toyota. Et maintenant, ils en font des certifications, hein, comme on peut le voir ici. Hein. Moi, j'ai une Black Belt, mais on commence par Yellow Belt, Green Belt, Black Belt et Master Black Belt. En gros, Yellow Belt, vous savez faire des tâches dans une phase. Green Belt, vous savez faire une phase. Black Belt, vous savez définir les phases et tous les outils différents qu'il y a dans les phases. Et Master Black Belt, vous savez former des Black Belt. Et en gros, les phases, c'est les suivantes. On parle de définir, mesurer, analyse, improve, analyser, améliorer, et c'est vraiment là qu'on fait l'implémentation, c'est à ce niveau-là qu'on fait l'implémentation. Donc il y aura déjà eu trois grandes phases avant. Moi je parle de grandes phases parce que ça demande des études, vous allez voir pourquoi. Et à la fin, contrôler, et ça c'est bien aussi. Parce que faire des améliorations, mais pas vérifier que ça marche derrière, bah, c'est comme si le projet avait pas été un succès, quoi. Donc c'est nul. Donc en gros, on commence par la phase de définition. Et la définition, en gros, cette phase de définition, ça va être de s'assurer qu'on définit bien le problème. Parce que généralement, quand on fait un projet Lean Six Sigma, c'est pour améliorer quelque chose. Lean, ça veut dire... Ouais, je crois que c'est ça. Désolé, je confonds avec autre chose, mais c'est faire des améliorations continues, petit à petit. Et Six Sigma, c'est faire une grande amélioration d'un coup. Voilà. Et pour faire une grande amélioration d'un coup, donc on fait toutes ces étapes-là. On commence par définir le problème, clairement, avec des données tangibles. Je dis une bêtise, mais si dans un restaurant, on vous dit, bah, c'est bizarre, ce produit ne marche pas. Bah, c'est peut-être parce qu'il est pas bon. Ouais, il est sûrement pas bon. Mais ça, c'est des préjugés ou c'est des avis bien spécifiques aux gens. Et c'est pas tangible comme information. Et donc là, généralement, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une sorte d'étude avec des surveys, donc avec des sondages, où on va pouvoir proposer plusieurs choix de réponses, pas bon, moyen, bon, très bon, et on va mettre des notes derrière. Et en mettant des notes, en utilisant différents outils disponibles dans la méthode Six Sigma, on va pouvoir quantifier ça, à savoir, selon différents critères, si c'est bon, si c'est trop salé, trop sucré, trop goûteux, qu'est-ce qui fait qu'un aliment semble bon ou pas, ce genre de choses. Et basé sur des surveys, basé sur des préjugés de gens, on va en ressortir des données relevantes et qu'on pourra mettre dans des outils qui vont nous dire exactement c'est quoi qui coince, c'est quoi qui ne va pas. Donc là, on va définir le problème, le scope du problème. Si on ramène ça dans PMP, Prince2 ou même Scrum, pour Scrum c'est le backlog, on va définir l'objectif. Et pour PMP, Prince2, on va définir l'objectif. C'est clairement ça. Et ensuite, on va mesurer. Là, c'est énorme, c'est qu'on a défini le problème et maintenant on va mesurer le problème. On va faire différentes analyses. Ouais, je vais peut-être aller un peu trop vite. Donc là, on définit le problème et ensuite on va le mesurer. Donc en gros, c'est qu'il n'est pas bon. C'est vraiment ça, c'est qu'il n'est pas bon. Donc on peut déjà faire une recherche en faisant un survey et se dire pourquoi ce produit ne marche pas, en faisant une sorte de benchmark, parce qu'il n'est pas bon, parce que la composition est mauvaise. Et après, on va mesurer ça. Est-ce que la composition est vraiment mauvaise? Ah oui, il a une composition, sa note de composition, elle est de 2 sur 10. Est-ce qu'il est bon? Bon, finalement, c'est de 7 sur 10. 7 sur 10. Et donc ça veut dire que en gros, la composition qui fait que le produit ne marche pas, c'est pas... Non. Le levier qui fait que le produit ne marche pas, c'est lié à la composition même du produit. Il est mal composé.
Il n'y a pas assez d'ingrédients. Je dis une bêtise, c'est peut-être ça. Donc une fois qu'on sait ça, que si ce fameux produit qu'on a défini ici ne marche pas, que c'était soit selon l'aspect, le goût ou la composition, ici on a vu en mesurant, en faisant un survey que au final c'était lié à la composition, et ici on va faire des analyses. C'est-à-dire qu'on va faire des sortes de tests. On va donner à un groupe un produit lambda, et on va donner à un autre groupe qui est à peu près le même, où on va donner le produit où la composition sera améliorée. Et comme ça, on va pouvoir mesurer la différence, et on va pouvoir mesurer quel levier d'amélioration de la composition va marcher. Je dis une bêtise, donc on a dit que la composition du produit n'est pas bonne. Ça voudrait dire quoi? Alors, si on parle d'un burger, il faudra peut-être rajouter du bacon, on rajoute du bacon, ou rajoute du fromage, ou de la salade, ou du bacon et de la salade en même temps. Et donc on va faire ces expériences. Donc là on parle de 6 groupes, hein. Le groupe défaut, le groupe témoin, et les autres qui auront les différents composants. Et en fonction des notes qu'ils vont mettre, toujours sur les mêmes critères, là on va se baser vraiment que pour la composition, et on verra lequel marche bien. Donc si on se rend compte au final que il faut juste rajouter du fromage, et les gens ils vont aimer. Et ce qui est bien, c'est ça qui est énorme, c'est que en définissant la problématique, en mesurant la problématique, en analysant ce qui pourrait améliorer la problématique, on sait très bien que ce qu'on va améliorer, on sait très bien que ça va marcher. On a fait un survey dessus, on a fait des votes, on a fait des tests. C'est obligé que ça marche. Et c'est ça qui est énorme, c'est ça que je trouve énorme. Par contre, ça demande du temps. Ça demande du temps. Ouais. Ça demande énormément de temps. Et c'est vraiment que là qu'on implémente. Donc en gros on a dit en fait il faut plus de fromage. Et allez, dans la ligne de production on va dire au lieu de mettre qu'un seul fromage dans l'hamburger, on va rajouter 2. Donc on va modifier la ligne de production. Je dis une bêtise. Alors si on est dans un restaurant, on va modifier la carte du restaurant en disant qu'il y aura 2 fromages au lieu d'un seul. On va former les cuistots pour qu'il en mette 2. On va former les gens, communiquer pour dire qu'il y en a bien 2 maintenant, ou même les serveurs. Donc c'est ça la partie amélioration. Et si c'est quelque chose d'industriel, c'est beaucoup plus long parce qu'il faut changer des machines, il faut faire des investissements, il faut acheter des machines ou des gens, ce genre de choses. Et à la fin, on contrôle. C'est ça qui est énorme, c'est que on a fait l'amélioration et on met en place, après, dans la dernière phase, des systèmes de contrôle pour s'assurer que ce qu'on a amélioré, ça marche bien. Donc en gros, que le fait de rajouter une tranche de fromage, les gens, ils aiment vraiment bien et ils continuent d'aimer. S'ils continuent pas, on fera un autre projet. Ça, c'est la méthode Lean Six Sigma. Voilà, c'est une D-M-A-I-C. Et c'est énorme. C'est beaucoup utilisé dans tout ce qui est pharmaceutique. Et c'est surtout cet aspect Lean qui est intéressant parce que Lean, on parle d'efficacité. C'est-à-dire, c'est éviter de faire les choses 2 fois. Si on peut le faire une fois, que c'est utile pour plusieurs choses, autant le faire qu'une fois. C'est une méthode que j'applique beaucoup, mais que je connaissais pas la méthodologie en soi. C'est ma préférée, sincèrement. Mais c'est pas celle que j'applique dans mes projets tous les jours parce qu'elle est très longue. Et selon les besoins... personnellement, moi j'utilise une version hybride. Et pour terminer, sur ce petit stream sur les différentes méthodes de gestion de projet, moi il y a une image qui me plaît beaucoup, elle est où? Pour vous donner un référencement, pour pouvoir positionner les différentes méthodologies par rapport aux autres, voilà ce que j'avais trouvé. Et qui est plutôt pas mal. Donc il y a différents univers, j'ai envie de dire, environnement. Il y a tout ce qui est standard, donc on parle de PMP, donc c'est ce que je disais, c'est PMP, c'est donc la bible de la gestion de projet, on retrouve toutes les méthodes standards, donc Critical Path, PERT, Waterfall. Il y a XP, je ne dirais pas, c'est pas très intéressant, c'est une méthode qu'on utilise dans le développement software, mais je me rappelle plus. C'est pire que Scrum, ça va plus vite, mais c'est vraiment spécifique, ça marche pas. Après, on a les process, on a beaucoup parlé de process, on retrouve le Waterfall ici, on retrouve le Scrum ici, on retrouve le Kanban. Alors Kanban, c'est juste un tableau bidon où on dit on a tant de tâches à faire
Après, on a une colonne qui dit toutes les tâches à faire. On a une autre colonne qui dit... alors, on va faire comme ça. Colonne qui dit toutes les tâches à faire. Colonne qui dit les tâches en cours. Colonne qui dit les tâches qui sont finies. Et on prend les tâches, on les déplace selon leur statut. C'est tout. C'est juste ça, le Kanban. On a les Scrum, et donc ça, c'est vraiment dans le niveau... C'est l'aspect process. Et après, on a des méthodologies qui sont plus liées sur le principe, qui n'ont pas forcément un process. On vous dit pas clairement comment exécuter votre projet, mais qui vous dit les principes de comment vous devez agir dans votre projet. Et c'est là qu'on retrouve Prince2 et Agile. Donc en fonction, justement, des événements qui arrivent sur votre projet, Agile vous donnera, la méthode Agile vous dira comment vous comporter pour réagir plus rapidement, ce genre de choses. Et la méthode Lean qui est plus un thème, un principe même, à savoir qu'est-ce que pour vous un projet. Et dans ce cas-là, Lean, le thème d'un projet, c'est de faire de l'amélioration. Et Prince2, c'est développer quelque chose. Comme ça, on voit bien un peu comment se sont calées les différentes méthodologies. Et donc, comme je disais, c'est ce que je mets dans ma formation à la fin, où je présente en gros les bonnes pratiques en gestion de projet. Parce que toutes les méthodes ont leurs avantages et inconvénients, je crois que je l'ai un peu dit pour toutes. Mais toutes ne sont pas applicables. Et puis au final, on n'est pas obligé d'appliquer de A à Z une méthodologie, on peut prendre juste ce qui nous convient. Moi, c'est ce que j'ai fait au final. Dans la plupart des projets, je prenais juste ce qui me convenait. Et puis voilà, là on a fini. En fait, on a fini. Et donc pour conclure, sur les méthodologies en gestion de projet, il n'y a pas une méthodologie qui est meilleure qu'une autre. Elles ont tous des avantages et des inconvénients qui s'appliquent, qui sont plus appropriés à tel ou tel domaine d'activité d'un projet, ou même du mindset, donc de l'état d'esprit de l'organisme dans lequel vous intervenez, et même du vôtre, donc des équipes, et de vous-même, dans quelle méthodologie vous êtes plus à l'aise. Moi, je vous ai énoncé de manière globale de ce que je connaissais, ce qui était pas mal. Moi, ce que j'applique, j'aime bien la méthode Prince2 avec des phases bien précises, avec de la tolérance sur laisser les gens gérer leur propre activité et venir vers eux vraiment quand il y a un souci, quand on sent qu'il y a un décalage. Le critical path, j'adore. C'est quelque chose que je garde pour moi, mais qui me permet de suivre les potentiels risques qui peuvent arriver ou les issues qui peuvent arriver sur mon projet. Et ma méthode, elle est très simple. Quand je gère un projet, je fais toujours un planning détaillé, parce que je m'y connais. On retrouve le chemin critique, la charge de travail des personnes, et c'est pas mal déjà. Et je communique beaucoup sur le statut des projets avec mes équipes, sur ce qui a été fait, sur ce qu'il y a à faire d'important, qui se trouve sur le chemin critique d'une manière générale. C'est vraiment quelque chose que je souligne. Et sur les risques et issues du projet. Risque issue du projet en disant on a tel issue actuellement, qu'est-ce qu'il faut faire pour le réduire, c'est quoi l'impact, si on ne fait rien on va être en retard et il faut faire attention, il y a tel ou tel risque qui va arriver très prochainement, du genre peut-être qu'on va avoir beaucoup de bugs sur un software, il faut peut-être préparer ça en libérant plus de ressources dans 2 semaines pour travailler que là-dessus. C'est un exemple. Donc risque issu, méthodologie risque issu, c'est hyper important. Communiquer, faire la gouvernance du projet. Alors en gros c'est ça. Critical path, risque issu, communication, report statut. Donc communication sur le statut du projet en termes de temps, objectifs et ressources. Et ça suffit, et en fonction du besoin vous adaptez. Moi j'irai pas plus loin. J'irai pas plus loin que ça. On peut utiliser méthode Scrum si on sait qu'on doit beaucoup dérouler, il y a beaucoup d'équipes. Et dans mon cas, actuellement, ça suffit largement, j'ai envie de dire. Je vous aurais bien montré un exemple de ce que j'utilise comme statut, mais ça suffit, quoi. Donc en gros, dans mes rapports statut, j'ai 3 petits voyants. Un voyant qui peut être vert, rouge, orange pour scope, pareil pour ressources, pareil pour time. Et en fonction du statut du projet, si on a des bugs, ça veut dire que le scope, on a du mal à atteindre, je le mets en orange. Et puis je peux écrire une issue ou un risque en disant on a peut-être des problèmes pour atteindre le scope, quelle action il faut mettre. Et de cette manière, vous êtes transparent, tout le monde est au courant, personne ne dira ou sera étonné de dire mais pourquoi on est en retard sur ce projet ou pas. Voilà. Pas plus. Tu vas pouvoir danser entre les différentes méthodes. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est appliquer celles qu'on maîtrise
Mais la chose la plus importante dans un projet, c'est vraiment pouvoir communiquer. Si on communique mal, ça se passera très mal. Et pour pouvoir communiquer de manière correcte, il faut avoir une bonne vision du projet. Et pour avoir une bonne vision du projet, pour moi, il faut un planning. Il faut faire une analyse des risques et des issues qu'il y a et faire un rapport quotidien du statut du projet, avec les équipes, avec tout le monde. Moi, c'est ce que je fais toutes les semaines. Et si vraiment on a, je sais pas, on a une semaine pour implémenter une machine, pendant cette semaine-là, bah oui, on va faire ou même pour préparer ça, on va faire des meetings tous les jours. Je vais réduire les intervalles des meetings. Ce sera peut-être qu'une demi-heure, mais juste pour s'assurer que tout le monde soit prêt. Donc en fonction des délais qu'on a pour délivrer des délivrables, n'importe quelle activité, si on n'a qu'une semaine ou un jour pour le faire, on ne mettra pas la même fréquence de meeting projet. Si on a 6 mois pour faire un projet, des meetings toutes les semaines, ça va. Mais si par exemple une semaine, on doit délivrer 3 équipements bien précis, ben on fera des meetings tous les jours. Il faut pouvoir s'adapter un peu. Mais le plus important, c'est pouvoir communiquer. Et pour pouvoir communiquer, il faut que le chef de projet il ait une bonne vision. Une vision de ce qui va arriver. Et pour ça, on a des outils. On peut utiliser les méthodologies sur lesquelles on se connaît bien. Mais pour moi, c'est toujours passé par un planning. Et tout le monde n'aime pas le planning parce qu'on passe beaucoup de temps. Les outils disponibles actuellement, ils marchent pas. Enfin, si, ils marchent bien, mais ils sont pas très ergonomiques et tout le monde n'aime pas passer du temps dessus. Ça peut être vite être compliqué. Donc, on fait sur Excel et sur Excel, ça marche très bien au début. On a une belle vue, mais dès qu'on avance dans le projet, il faut mettre à jour ton Excel et il se mettra automatiquement à jour et c'est très moche. C'est excellent. Peut-être je ferai une présentation des différents outils à utiliser en termes de communication, en gestion de projet ou même de planning. En tout cas, c'était parfait. J'étais fatigué, mais content. Ciao, ciao! Et voilà, j'ai fini. Mais si tu veux, on peut encore parler.